Merci beaucoup François pour ce témoignage. On en rediscutera tout à l'heure. De l'espace, on va passer à l'eau. Il n'y a probablement pas beaucoup d'eau dans l'espace, c'est peut-être un des problèmes, puisqu'on essaye désespérément d'en trouver. En revanche, on a beaucoup d'eau sur Terre. Encore faut-il en prendre soin. J'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que, ça paraît bête à dire, mais l'eau que nous buvons probablement a déjà été bue. Maintes fois. Maintes fois. Peut-être même par Napoléon ou César, ça c'est plus rigolo. Et donc c'est un cycle permanent. Il faut en prendre soin, il faut la préserver en amont, et puis quand on l'utilise, quand on la consomme, il faut la traiter de la meilleure des manières possibles. Donc merci beaucoup, Marc Simon, de venir partager avec nous vos activités de recherche et d'innovation dans votre grand groupe qui se préoccupe de ça au quotidien, et de partager avec nous vos activités et puis la façon dont vous considérez que la nature peut être une alliée dans vos travaux. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Vous pouvez rester assis, vous levez, vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez. C'est vrai. Enfin, sauf partir, a priori, mais pas tout de suite. Écoutez, en tout cas, je suis ravi d'être là. Alors nous, chez Suez, nous travaillons sur deux grands métiers qui sont l'eau et les déchets, qui sont finalement... on travaille en cycle, comme dans la nature. Il faut juste se rappeler qu'avant l'ère industrielle, nos sociétés, finalement, vivaient dans une nature qui était résiliente, parce qu'on en prenait des quantités faibles de matière et d'énergie. Depuis l'ère industrielle, on a complètement basculé en système ouvert, c'est-à-dire qu'on a considéré la nature comme une mine, et en pensant qu'elle était infinie. C'est pour ça qu'en système ouvert, on a jeté des eaux usées libres dans toute la nature, donc les rivières, les mers. On a jeté des déchets physiques comme la batterie du corneau, donc on a jeté tous ces déchets comme ça dans des trous, et on a rejeté des gaz dans l'atmosphère. En fait, la compréhension qu'on en avait, c'est que la nature était infinie, elle avait une capacité d'absorption de tous ces déchets. On était en système ouvert. Or, au fond, on dépend toujours des quatre grands services des écosystèmes naturels, que sont évidemment la fourniture de matière, les grands cycles de l'eau, qui étaient vus maintes fois, également le cycle du climat, mais aussi tous les cycles microscopiques et minéraux, du carbone, de l'azote, etc. Et puis le service d'enthousiasme, d'émerveillement qu'apporte la nature. Alors moi, je voudrais vous montrer rapidement en quoi, au fond, la nature nous rend service dans nos métiers industriels et de services, et sur les trois grandes phases. Alors les trois grandes phases qui s'inscrivent dans l'économie circulaire, vraiment. C'est vraiment nos métiers. Phase liquide, phase solide et phase gazeuse. Alors dans la phase liquide, c'est le traitement de l'eau. L'eau, vous savez que c'est le premier grand solvant de la nature. C'est le principe, il permet tous les principes de vie. Et donc la nature est un extraordinaire traceur de nos activités humaines, car malheureusement l'eau dissout énormément de molécules. Donc elle charrie beaucoup de pollution. L'eau, le cycle de l'eau, hein, c'est production, distribution, prélèvement, production, distribution, et ensuite on collecte l'eau usée et on la traite avant de la rejeter dans le milieu naturel. Je vous donne un chiffre, vous consommez tous en moyenne 100 litres d'eau par jour et par personne, vous n'en buvez qu'1 litre et donc vous polluez les 99 autres, que vous rejetez donc dans le réseau d'assainissement que nous on collecte et qu'on traite. Donc vous voyez la dimension presque absurde de l'usage qu'on fait de cette ressource aujourd'hui. Alors là, je vous donne un exemple qui est le traitement des eaux usées qu'on fait par voie biologique. On met beaucoup d'énergie pour traiter le carbone, l'azote, etc. Et on a trouvé une forme de bactérie qui nous permet de faire des économies d'énergie puissantes pour éviter de nitrifier l'ammoniac qu'on rejette et passer directement. Normalement, on fait de l'ammoniac, ensuite des nitrites, des nitrates, et ensuite on rejette tout ça en azote gazeux. Et on a trouvé une bactérie qui nous permet de passer de l'ammoniac au nitrite et à l'azote gazeux direct, ce qui fait qu'on fait des grosses économies d'énergie. Ça, ce sont des bactéries aérobies qu'on arrive à piloter dans nos procédés. On utilise d'autres formes de bactéries pour ensuite faire une méthanisation des boues, parce que traiter de l'eau usée, c'est quoi? C'est transformer une pollution dissoute en pollution solide. Et donc, on utilise d'autres bactéries qui fonctionnent en absence d'oxygène pour produire du méthane à partir de déchets. Et à ce moment-là, on réinjecte le biométhane dans le réseau de gaz naturel, ce qui fait des économies de gaz fossiles.
Et comme on s'est rendu compte qu'au fond, quand on traite une eau usée et qu'on la rend propre, on la rejette dans l'eau. Alors je vais prendre l'exemple de Marseille, où là, on a constaté que on réduisait, avec les derniers procédés qu'on a mis en œuvre, on réduit de 50% la pollution, enfin le rejet d'eau usée dans la mer, et qui sont donc aux normes européennes. On s'est dit, mais au fond, et si on accélérait la reconquête de biodiversité marine? Ça ne serait pas idiot. Et donc, on a testé plusieurs procédés. Un dans les ports de plaisance, qui consiste à installer des récifs artificiels le long des quais, d'aller pêcher des larves en mer, de les faire grandir dans les aquariums, de les réintroduire dans ces récifs artificiels le long des quais, et ainsi progressivement de recréer une chaîne alimentaire et de permettre à des juvéniles de reconquérir des espaces où il n'y a plus d'endroits pour se cacher. Et ça marche. On attend maintenant de pouvoir déployer l'expérience. Et la deuxième expérience qu'on a faite, c'est qu'au rejet de toutes les eaux usées de la métropole de Marseille, quand même 1 million d'habitants presque, et ben au fond, on a replanté des algues, des plantes aquatiques qui avaient disparu. Donc on les réintroduit parce qu'on se dit, dans cette eau plus propre, elles vont pouvoir se développer. Est-ce qu'on observe aussi de la recolonisation de biodiversité à travers ce procédé? Alors, il nous faut plusieurs années d'observation. Ça fait 5 ans qu'on a démarré ça, et on voit que ça marche bien, mais il nous faut une grande patience. Et en tout cas, c'est dans une échelle de temps assez longue qu'on veut se convaincre, et c'est pour ça qu'on a développé évidemment tout un service de surveillance de cette biodiversité, de comptage aussi, pour justement démontrer et essayer de se convaincre et de démontrer que finalement on arrive à reconquérir la biodiversité là où elle avait complètement disparu dans le monde des années 80, dans le monde de l'ère industrielle. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a un autre signe que je trouve très intéressant, c'est que quand on a construit les égouts dans toutes les villes de France, ça venait de l'inspiration de Pasteur, qui avait découvert que finalement toutes ces eaux usées introduisaient des maladies, véhiculaient des maladies qui tuaient l'homme, le choléra, etc. Et donc, les eaux usées, on les rejetait le plus loin possible. Donc, à Marseille, par exemple, on a traversé les montagnes des Calanques pour ensuite rejeter ça le plus loin possible. Aujourd'hui, avec la définition du parc national des Calanques, il se trouve que le cœur du parc héberge le point de rejet de la station d'épuration des eaux usées d'1 million d'habitants. Ça montre la pression qu'on a d'être excellent dans le rejet de l'eau. Ça montre aussi le regard que la société a, plutôt que de rejeter très loin une eau qu'on ne... cacher cette eau que je ne saurais voir, et ben aujourd'hui, au cœur de parc national, on a le rejet de la station d'épuration d'une ville d'1 million d'habitants. Excusez-moi Marc, j'en profite juste pour vous dire, profitez de la présence parmi les exposants au niveau S2 quand vous sortirez de la plénière, pour aller voir soit Seaboost, qui est une boîte de Marseille, qui fait de la recolonisation en installant des nurseries artificielles et qui permettent de recréer de la biodiversité, en tout cas de faire revenir la biodiversité, ou aller voir aussi le collectif Tangram, Vika, Jacques Rougerie, etc., qui en parleront tout à l'heure pendant la séquence Breaking News à midi. Mais là aussi, il y a pas mal d'innovations en matière de réintégration de biodiversité en recréant des îlots et des habitats artificiels. Et juste un dernier mot, vous parlez de cycle de l'eau dans les aires urbaines. Vous avez un autre exposant qui s'appelle Bocage urbain. Une des grandes tendances de la bioinspiration appliquée à l'urbanisme, c'est de voir comment de relocaliser le cycle de l'eau pour justement ne pas l'évacuer hors de la vue, hors des angoisses de pathologie, etc. Il y a d'ailleurs un programme en Chine qui s'appelle Sponge Cities. Eux, ils investissent 12 à 15 milliards de dollars pour voir comment réintégrer du cycle local de l'eau. À Paris, ils appellent ça la débitumisation des sols, pour déshermétiser les sols, pour recréer du flux local et vertical. Pardon. Indispensable de recréer de la perméabilité dans les villes. Ouais. Alors, on passe en phase solide. En quoi la nature nous aide dans nos procédés? Traitement de déchets. On a découvert une espèce de mouche. Alors, plus exactement, c'est une start-up de Poitiers qui s'appelle Nextalim, dans laquelle on a pris une participation pour les aider à se développer, qui ont mis au point un procédé consistant, à partir d'une variété de mouches françaises, de digérer des biodéchets végétaux. Et ces mouches ont la particularité, lorsqu'elles se reproduisent, de produire beaucoup de larves très riches en graisse et en protéines. Et donc, la finalité de ça, c'est de traiter des biodéchets
et de produire finalement de l'alimentation piscicole. Alors les bénéfices, c'est quoi? Traiter des biodéchets végétaux. Juste un autre chiffre, le gaspillage alimentaire en France, c'est 1/3 de la production de nourriture. C'est juste inacceptable. Donc il faut lutter contre ce gaspillage alimentaire. Plutôt que de l'envoyer dans des décharges, on valorise cette ressource et on en produit des larves, des huiles, des protéines qui ensuite sont à destination de l'alimentation animale ou de la pisciculture. Un autre chiffre, pour produire 2 kg de poissons en pisciculture, on utilise 1 kg de farine animale de poissons qui ne sont pas commercialisés mais qui sont pour autant pêchés, donc des poissons sauvages. Donc en faisant une boucle comme ça, encore cette notion de cycle, finalement, on traite des biodéchets gaspillés, on évite la pêche, la surpêche de poissons sauvages. Donc ça, c'est aussi un sujet très vertueux qu'on cherche à développer fortement. Deuxième principe intéressant, c'est l'écologie industrielle. L'écologie, comme vous le savez tous, c'est l'échange de flux ou de matière entre les espèces. Là, à partir d'une unité de valorisation énergétique d'ordures ménagères, donc là c'est à Toulouse, on utilise finalement de la chaleur fatale, donc jusqu'à 45 degrés, basse pression, pour chauffer des serres et produire des tomates. Donc là, plutôt que de gaspiller une énergie, on la valorise pour produire finalement des tomates, et demain pour chauffer les fameux ateliers de nos mouches. Et très certainement, on peut faire plein d'autres choses à partir de cette vapeur basse température. Donc ça, c'est la notion d'écologie industrielle qui se développe aussi beaucoup, parce qu'on se rend compte que quand on a construit ces unités industrielles dans les années 80, on n'utilisait que la vapeur haute pression pour faire l'électricité, on gaspillait tout le reste. Et ça ne nous gênait pas. Le reste, c'est quand même 60% de l'énergie. Troisième application, toujours je reviens sur la biomasse, donc les biodéchets, les boues de station d'épuration, les productions agricoles, etc. On va ouvrir un laboratoire de recherche de dimension internationale à Narbonne pour travailler sur toutes les productions de biomolécules à partir de ces déchets d'aujourd'hui, qui sont en fait des gisements de ressources pour demain, très certainement à des applications diverses et variées dans l'industrie. Donc toujours cette notion de cycle, en se disant quels sont les services que peuvent nous rendre ce qu'on appelle des déchets. Et je vous rappelle que dans la nature, il n'y a pas de déchets, tout se recycle. Et c'est ça qu'on cherche à tendre, c'est boucler des boucles à partir de déchets qu'on a dans l'industrie. Dernier exemple dans le domaine du solide, les fameux emballages qu'on voit beaucoup. Alors, les emballages, ils ont deux fonctions. Ils ont la fonction de protéger ce qui est à l'intérieur et la fonction de transporter ce qui est à l'intérieur. C'est exactement ce que font les fruits pour les graines qu'ils contiennent. Les fruits ont pour but de véhiculer les graines, soit par le vent, c'est le pissenlit, soit par l'eau, c'est la noix de coco qui flotte et qui se déplace, soit c'est par les animaux avec la cerise, le renard qui va manger la cerise et qui va déposer la graine un peu plus loin. Donc les emballages, au fond, ils sont, sans qu'on le sache, bio-inspirés dans leur principe. En revanche, ils ne sont pas fabriqués à pression et température atmosphérique, comme tous les fruits de la nature. Ils sont en général à des pressions et températures bien supérieures, comme l'aluminium, le plastique, et en plus ils sont d'origine fossile pour beaucoup, ou d'origine minérale, donc limitée. Donc ce qu'on cherche à faire beaucoup avec nos grands clients industriels, c'est travailler sur l'éco-conception au départ des emballages, pour être certain que quand l'emballage est jeté dans une poubelle, il va commencer une deuxième vie et être recyclable. Ça, c'est notre métier, c'est de rendre un emballage recyclable et de boucler la boucle. C'est pour ça qu'on travaille avec nos grands clients industriels sur l'éco-conception de ces emballages, pour être certain que ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils commercialisent, finalement, est parfaitement recyclable. Je termine rapidement sur la troisième phase gazeuse, traitement de l'air urbain. Aujourd'hui, l'OMS annonce que 91% de la population mondiale vit dans un air pollué. Et en Île-de-France, les 65% de la population considèrent que c'est le premier sujet d'environnement qu'il faut traiter. Donc c'est un vrai sujet de santé publique. On fait des essais en ce moment sur les microalgues, qui ont des grandes capacités de cinétique, de reproduction et de traitement.
Et donc, on a fait des essais récents avec l'INERIS pour traiter des airs très pollués. Alors, on s'est amusé à prendre un air pollué parisien, un air pollué shanghaïais et un air pollué 10 fois Pékin. On a envoyé ça, donc à chaque fois, on monte dans des concentrations de particules fines et d'oxyde d'azote assez fantastiques. Et on a regardé comment les microalgues allaient se comporter. Et on a vu que plus l'air était pollué, plus les microalgues retenaient de particules fines. Alors c'est aussi lié à la traverse d'un fluide qui est l'eau, hein, qui filtre. Et pour les oxydes, donc on va jusqu'à 90% d'abattement des particules fines. Et pour ce qui est des oxydes d'azote, là c'est vraiment le rôle des microalgues. On atteint 75 à 97% de traitement. Donc vous voyez que là encore, ça nous appelle des belles promesses. On a une difficulté avec les microalgues, c'est qu'elles ont besoin de lumière. Et donc ça consomme du foncier. Donc ça fait partie des enjeux technologiques à résoudre demain. Mais en tout cas, vous voyez, dans l'eau, dans le solide et dans le gazeux, au fond, la nature nous rend des services absolument fantastiques, sans qu'on le sache vraiment, et on en dépend puissamment, vraiment. Merci beaucoup. Vous avez terminé sur cette slide. Merci beaucoup, Marc Simon. C'est toujours... merci beaucoup. C'est toujours à la fois intéressant, étonnant, agréablement surprenant. Moi, ce qui me frappe, c'est la recherche de bénéfices un peu plus écosystémiques, d'être un petit peu moins dans des approches linéaires, en se souciant moins des effets collatéraux, essayer de valoriser l'ensemble des effets collatéraux. Donc, je suis étonné de voir qu'on puisse quasiment... produire de l'énergie en cherchant à purifier l'eau et en même temps essayer de recoloniser des espaces maritimes en s'attaquant à des enjeux qui sont colossaux. Vous savez que la pollution de l'eau et la pollution de l'air, c'est ce qui tue le plus d'humains aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de suicide de l'humanité, puisque on meurt des principales causes des activités que nous réalisons nous-mêmes. Donc, ce sont des enjeux colossaux. Et là où c'est intéressant en matière d'opinion publique, c'est que c'est une angoisse absolue, la pollution de l'air. Il y a quand même une vertu, c'est équitable. Ça touche tout le monde. Et donc, il y a une espèce d'obligation de réaction. Personne ne peut éviter un air pollué. Et donc, c'est aussi pour ça que, notamment des grands pays comme la Chine, mettent en place des grands programmes. Parce que, pour être cynique, si ça rend les gens malades, ça va coûter cher à l'assurance maladie, on va dire la leur. Ça va peut-être les empêcher d'aller à l'usine. Et peut-être pire que tout, ça va peut-être créer des mouvements sociaux, voire des mouvements politiques. Je suis un peu cynique, mais c'est aussi pour ça qu'il faut traiter ces enjeux-là. Je rebondis juste une seconde, mais Guillaume, Aïna, vous pouvez rebondir aussi. Je voudrais savoir, François, comment on traite son stock d'eau quand on part en voyage dans l'espace. Voilà, concrètement. Alors, effectivement, le problème de la gestion de l'eau est un vrai problème. Pour l'instant, les missions habitées sont dans la banlieue de la Terre, sont dans la Station spatiale internationale à 400 km au-dessus de nos têtes. Donc, on amène l'eau, on l'utilise, on la recycle, comme ça vient d'être dit, partiellement. On la traite et puis on ramène. Deux remarques, enfin deux réponses à la question. La première, c'est le recyclage, que ce soit dans des distances courtes comme la station spatiale ou plus tard quand on va sur la Lune, quand on va sur Mars. Le vrai problème pour l'être humain, c'est les déchets, la pollution, la non-potabilité de l'eau. Ce n'est pas un spécialiste de l'eau que je vais apprendre ça. Et donc là aussi, on s'inspire de certains processus de microfiltration qui existent chez certains végétaux pour avoir de l'eau relativement pure. Et plus tard, quand on va vers des destinations plus lointaines, on va probablement extraire de l'eau locale, de l'eau sous forme de glace sur la Lune, sur Mars. Et là aussi, le biomimétisme a des réponses à nous apporter. On a trouvé qu'une guêpe, je crois que c'est la guêpe foreuse, si ma mémoire est bonne, a un bec, je ne sais pas si c'est le terme exact, je ne suis pas biologiste, mais a un nez, un bec très, très solide qui lui permet de forer des sols extrêmement durs. Et il s'avère que la glace sur la Lune ou la glace sur Mars ou sous la surface
Lune et Mars, sont extrêmement dures. Et donc, il faut des foreuses extrêmement puissantes. Et là aussi, on a la nature qui vient à notre rescousse avec certaines guêpes qui nous inspirent. Ok, merci beaucoup Marc Simon, François Spiro pour ce commentaire additionnel. Je ne sais pas si Nicolas est là, mais on essaiera, pas forcément tout de suite, d'avoir aussi quelques questions de la salle. Si tu es là, formidable. On peut s'arrêter une minute là tout de suite si vous voulez, hein, si vous voulez poser une question à François Spiro qui a déjà qui a entamé notre conversation, ou à Marc Simon pardon, qui vient d'intervenir. Une ou deux questions là tout de suite ou on enchaîne ? On enchaîne. Alors vous allez voir. Merci beaucoup Marc Simon. On enchaîne, on peut l'applaudir. Marc Simon, on va essayer d'être...